Ce jeudi Onco-Occitanie sera consacré aux interventions non médicamenteuses et à leur niveau de preuve. Donc, ce webinaire va se tenir de 13 heures à 14 heures, donc pour une durée de 60 minutes. Donc, je vais donner la parole à notre modératrice, donc le professeur Virginie Voisard, qui est ORL phoniatre au CHU de Toulouse, qui va donc nous présenter le programme de cette session. Virginie, c'est à toi. Merci donc à Onco-Occitanie d'organiser ces jeudis et je suis ravie de pouvoir introduire notre oratrice du jour et notre intervenante qui est le professeur Agnès Sommet et elle va se présenter dès que je lui laisserai la parole. Et le thème est donc l'intervention non médicamenteuse. Vous avez ici des questions qui lui ont été posées et elle répondra en nous intéressant d'abord à la partie méthodologique, vraiment en réponse à la question quelle méthode pour quel résultat, je pense. Et ensuite, elle va décliner l'effet placebo et enfin des applications à la situation des soins de support. Donc, merci à tous. Merci Agnès pour le travail que tu as préparé et je te laisse te présenter. Merci beaucoup Virginie. Merci aussi aux organisatrices des Jeudis Onco-Occitanie pour cette opportunité d'échange avec vous. Je suis effectivement médecin pharmacologue. Alors, on peut se poser la question pourquoi moi pour parler d'intervention non médicamenteuse justement. Parce que je suis pharmacologue, mais je suis aussi méthodologiste et donc je m'intéresse à la recherche clinique et à l'évaluation de l'effet certes des médicaments, mais aussi d'autres interventions. Donc voilà, donc je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées, en tout cas vous faire part de mon point de vue sur les éléments et j'espère pouvoir échanger avec vous. Alors, pourquoi les niveaux de preuve? Donc, les niveaux de preuve, hein, c'est une notion qui n'est pas toute récente, qui a été établie initialement, vous le savez sans doute, par la Haute Autorité de Santé pour donner des niveaux de grade, des recommandations qui sont faites sur les différents sujets médicaux. Plus le grade est fort, plus la recommandation repose sur des preuves qui sont des preuves scientifiques, fiables et établies. Donc, il y a 3 niveaux de gradation. Et ces niveaux reposent sur les types d'études, donc des designs d'études spécifiques. Plus on est en haut, plus c'est un design robuste, on va dire, et un niveau de preuve important. Et donc, le grand classique, hein, c'est l'essai contrôlé randomisé, le niveau de preuve le plus élevé avec les méta-analyses. Alors, avec la nuance que dans la méta-analyse, on peut faire des méta-analyses avec des études diverses et variées. Donc, sous-entendu, la méta-analyse d'essai contrôlé randomisé. Puis arrivent les études de cohorte avec un niveau 2 ou les essais comparatifs, mais avec une méthodologie moins robuste. Et enfin, les études cas témoins rétrospectives et les séries de cas. Donc ça, c'est ce qui est très général établi par la HAS. L'ANCA a aussi édité des niveaux de preuve qui sont un petit peu différents, mais on voit bien la même chose. Plus le niveau de preuve est élevé, plus on repose sur une méthodologie qui est celle de l'essai randomisé, comparatif, de bonne qualité, et en plus avec des résultats cohérents, parce que de toute façon, on aime bien avoir plusieurs études dont les résultats vont dans le même sens pour pouvoir se dire que c'est sans doute un résultat fiable. Donc, ce niveau-là correspond à ça. Donc, pour un petit peu revenir, hein, même si c'est des choses qui sont sans doute les choses les plus connues, les plus évidentes, mais il faut commencer par le plus simple et puis après on parlera de choses plus spécifiques et plus particulières. Donc, dans ces principes méthodologiques, pourquoi l'essai comparatif randomisé ou le RCT hein, pour le terme anglais est le gold standard et qu'est-ce qu'on appelle une méthodologie robuste dans le sens de ces niveaux de preuve importants. Donc le RCT, en fait, ce qui fait la force de sa méthodologie, c'est un trépied hein, qu'on appelle le trépied méthodologique avec 3 grands principes. Le premier est un principe de comparaison, c'est bien un essai comparatif. Le deuxième, un principe de comparabilité. Et le troisième, un principe de signification. Donc, on va reprendre un petit peu ces 3 grands principes.
Le premier étant, je teste un nouveau médicament ou une nouvelle intervention. Ma question, c'est pas juste de se dire est-ce que ça a un effet bénéfique, c'est est-ce que c'est meilleur que et que quelque chose, le quelque chose pouvant être un placebo, le quelque chose pouvant être un traitement de référence dont l'efficacité est déjà reconnue, pour savoir si la nouveauté fait mieux que ce qui existe déjà. Donc, forcément, se comparer, d'où l'essai comparatif, qui veut donc dire qu'il y a au moins deux groupes, dont un groupe témoin ou un groupe de référence, où on dit contrôlé en anglais. J'aime pas forcément ce terme-là, donc c'est pour ça que je le remplace souvent par le comparatif. Et le comparateur est, comme on l'a dit, hein, des fois le placebo, des fois le traitement de référence, des fois les deux, et on y reviendra un petit peu. Alors, pourquoi se comparer? Je pourrais vous présenter, je montre souvent ça aux étudiants hein, en médecine, en leur disant, voilà, on développe un nouveau médicament dans la maladie de Fabry, qui est une maladie qui s'exprime par des douleurs importantes, et je leur demande, donc c'est un essai avec des participants qui prennent le médicament à l'étude pendant 20 semaines et je leur demande s'ils pensent que le médicament est actif et a un effet sur la douleur. Et donc la réponse est souvent oui. Spontanément, les étudiants me disent ah oui, ça diminue la douleur totale, ça diminue les différentes composantes de la douleur. Donc oui, ce médicament a l'air efficace. Sauf que, en fait, je suis un petit peu pas malhonnête, mais je leur ai pas tout montré. Et en fait, les résultats initiaux, c'est les résultats du groupe placebo. Et donc, je leur montre les résultats dans le groupe traitement testé. Et donc là, forcément, leur conclusion et leur vision du nouveau médicament changent totalement. Et ils me disent, en fait, oui, la douleur, elle diminue, mais elle diminue même moins dans le groupe médicament testé que dans le groupe placebo. Donc, si on n'avait pas utilisé ce comparateur, on aurait une conclusion erronée en disant que le médicament est actif. Certes, il fait quelque chose, mais il n'a pas l'air de faire plus, en tout cas, que le placebo. Donc, ce principe de comparaison est le premier hein, et paraît assez évident et c'est intuitif à comprendre. Deuxième principe, le principe de comparabilité. Alors, c'est bien d'être comparable, de se comparer à quelque chose, mais encore faut-il que les deux groupes soient comparables. Pourquoi c'est important? Parce que si on observe une différence à la fin de l'étude entre les deux groupes, il faut pouvoir se dire, les deux groupes, ils étaient pareils. La seule chose qui diffère, c'est qu'à la fin, il n'y a pas la même réponse à l'intervention ou au traitement. Donc, c'est bien que c'est dû à l'intervention puisque tout le reste est comparable entre les groupes. Donc, ça veut dire que si on veut comparer, il faut être comparable. Et il faut être comparable au début de l'étude quand on constitue les groupes, puisqu'il y aura au moins deux groupes, donc à la constitution de ces différents groupes. Et il faut rester comparable pendant toute la durée de l'étude, qu'il n'y ait pas des événements intercurrents qui perturbent l'effet qu'on mesure à la fin et qu'on se dise il y a une différence, en fait, elle ne sera pas due au traitement, elle sera due par exemple à un suivi différent entre les deux groupes. Hein. Donc forcément, dans l'essai contrôlé, randomisé, le suivi, il faut vraiment qu'il soit le même, au même moment, qu'on mesure de la même façon les choses dans les différents groupes de traitement. Donc, si c'est le cas, ça vous permettra de dire à la fin s'il y a une supériorité, encore faut-il qu'il y en ait une, mais s'il y a une différence à la fin, cette différence, elle pourra être attribuée à la différence de traitement puisqu'il n'y aura que ça qui aura différé. Et donc là, il y a deux méthodes méthodologiques hein, très simples et très classiques que vous avez tous intégrées, mais c'est bien des fois de se rappeler pourquoi c'est comme ça et pourquoi on préconise de faire comme ça. C'est ce qu'on appelle la randomisation ou le tirage au sort. Donc ça permet de s'assurer que les groupes ils sont comparables au moment de leur constitution, au début de l'étude. Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour que les groupes restent comparables? Certes, on décide que le suivi, on le fait exactement de la même façon entre les deux groupes. Et aussi, on met en place des procédures d'insu ou d'aveugle pour pas qu'en cours d'étude, il y ait une interférence des représentations qu'on a sur les traitements qui puissent influencer sur la réponse au traitement.
Donc, si on représente ça de façon assez simple, hein, vous avez donc une population de patients qui est la population cible qui nous intéresse. On constitue un échantillon, c'est-à-dire qu'il y a certains de ces patients-là qui vont accepter de participer à un essai clinique, à une étude. Les deux groupes, groupe A, groupe B, très facile, là on a mis 100 patients par groupe, un critère de mortalité à 30 jours. Et on vous dit, à la fin, il y a 10% de mortalité avec le nouveau traitement, 20% avec le traitement de référence. Ben, ce qui nous importe, c'est de pouvoir se dire, certes, il y a une différence de 10%, mais est-ce que cette différence, elle est vraiment due à un effet du traitement? Et si nos groupes, ils n'étaient pas comparables au départ, si dans mon groupe A, j'ai mis que des patients à bon pronostic et dans le groupe B, des patients à mauvais pronostic, ben forcément, je vais avoir du mal à conclure à la fin sur la différence de 10% en me disant, bah, ouais, peut-être que c'est le traitement, mais c'est sans doute un biais parce que de toute façon, au départ, ils avaient un meilleur pronostic dans le groupe A, donc on s'attend à ce qu'il y ait une mortalité moindre dans le groupe A. Donc la randomisation, elle sert à éviter ça et à éviter d'avoir d'emblée des patients non comparables dans une étude clinique. Cette randomisation, on ne va pas rentrer beaucoup plus dans le détail, mais sachez juste, parce que ça va aussi nous servir pour la suite de la présentation, qu'elle peut se faire à différents niveaux. La randomisation la plus classique, c'est quand on randomise chaque patient individuellement dans une étude. Donc, vous avez des patients qui ont en commun d'accepter de participer à une étude et qui répondent tous aux critères d'inclusion de l'étude. On va les randomiser un par un, c'est-à-dire pour chaque inclus, on va lui attribuer par le hasard soit d'être dans le groupe qui va recevoir le traitement A, soit d'être dans le groupe qui va recevoir le traitement B. C'est ce qu'on appelle la randomisation individuelle, puisque c'est chaque patient qui est randomisé. Vous avez aussi dans certaines études la possibilité de randomiser non pas le patient, mais de randomiser un groupe de patients et en fait, on va randomiser les patients groupe par groupe. Alors, le groupe, ça peut être par exemple un cabinet de médecins, ça peut être pour des interventions de santé publique, une école ou une ville. Parce que des fois, c'est quand même bien plus simple de mettre en place une intervention sur l'ensemble d'un groupe de patients, surtout que c'est des groupes de patients qui se côtoient, par exemple, qui vont chez le même médecin. Et puis, le médecin d'à côté, bah, lui, on lui demande d'appliquer une autre intervention. Et en plus, ça évite que les patients s'il y avait des patients qui seraient dans la même salle d'attente et certains sont dans le groupe A, certains sont dans le groupe B, ils peuvent échanger entre eux, hein, et ça induit ce qu'on appelle un biais de contamination. Donc, c'est une autre façon de randomiser et qui peut être particulièrement adaptée à des interventions non médicamenteuses, justement. Donc ça, c'est la randomisation initiale, la comparabilité initiale qui est basée sur la randomisation. Et on l'a dit, pour garder, une fois que les groupes sont constitués, cette comparabilité tout au long de l'étude, on va mettre en place les procédures d'insu. Alors, je vous ai mis le terme aveugle, mais je trouve que le terme insu est plus précis qu'aveugle, même s'il est consacré, notamment quand on travaille avec les ophtalmos. Hein, ça me dérange toujours de leur dire il n'y a pas d'aveugle dans votre étude. Ou, voilà. Donc, l'insu, il peut être simple, double ou triple. Le simple insu, ça veut dire que le patient ne sait pas à quel groupe il appartient, alors que l'investigateur, l'équipe qui l'accompagne, le sait. Le double insu, c'est ce qu'on entend le plus classique, on va dire, le plus caricatural dans le RCT. Donc, ni le patient ni l'investigateur ne connaissent le groupe d'intervention ou de traitement du patient concerné. Et puis, le triple insu, ça implique en plus le méthodologiste ou le biostatisticien qui va analyser les données et qui le fait sans savoir. Alors, il sait qu'il y a un groupe A, un groupe B, qui est dans le groupe A, qui est dans le groupe B, mais il ne sait pas à quoi correspond A, à quoi correspond B, parce que, alors, c'est pas qu'il va se faire influencer de façon subjective, mais même dans l'analyse statistique, on peut à des moments faire des choix de méthodes d'analyse statistique qui peuvent être différents d'un statisticien à un autre et se justifier sur des arguments. Mais en tout cas, il ne faut pas que ces arguments soient influencés par la connaissance du traitement reçu. Donc voilà, ça peut aller jusqu'au triple insu et c'est souvent ça maintenant qui est fait en pratique. Et puis des fois, il n'y a aucune procédure d'insu et c'est ce qu'on appelle l'essai en ouvert.
Donc, on va terminer sur ce trépied méthodologique avec le principe de signification, qui est donc le dernier. Après la comparaison, la comparabilité, on observe une différence entre les traitements à la fin de l'étude. Cette différence, on s'est assuré par la comparabilité qu'elle n'est pas due à autre chose que la différence de traitement. Maintenant, la question, c'est cette différence, je l'observe sur cette étude-là, mais en fait, est-ce qu'elle est vraiment réelle ou est-ce qu'elle est le fruit du hasard? Et donc là, je ne vais pas du tout vous noyer d'informations statistiques parce que souvent on est un peu réticent à ça, mais simplement que vous compreniez, si ce n'est pas déjà le cas, que le test statistique, c'est simplement l'outil qui va nous permettre de répondre à ce principe de signification. Et en fait, quand on fait un test statistique, on cherche à vérifier si une différence entre deux traitements, et excusez-moi, il y a une jolie faute sur ma diapo, si la différence entre deux traitements, elle ne résulte pas du simple fait du hasard. Parce qu'aujourd'hui, on a fait cette étude-là sur ces patients-là. Si demain, je refais l'étude exactement avec les mêmes critères d'inclusion, ce sera d'autres participants, je n'aurai pas exactement les mêmes chiffres. Donc, on sait que cette variabilité peut des fois nous faire aboutir à un résultat sur lequel on observe une différence, mais en fait, c'est pas une différence qui est robuste, elle est due au hasard. L'utilisation d'un test statistique, c'est pour exclure le rôle du hasard. Donc, en fait, c'est pour dire, je fais un test et ce test quel que soit le test statistique, et là encore, on ne va pas rentrer dans les détails, mais par contre, ce qui est facile à comprendre, c'est que le résultat d'un test statistique, c'est toujours la même chose, c'est une p-value, ce fameux petit p. Si cette p-value, ce petit p est inférieur à 0,05, ça veut dire ce petit p représente la probabilité. Donc, ça veut dire que la probabilité que la différence s'explique par le hasard, elle est inférieure à 5%. C'est le 0,05. Et on a admis, en général, dans la plupart des cas, qu'une probabilité qu'une différence s'explique par le hasard soit inférieure à 5%, c'est suffisamment faible comme probabilité pour dire que c'est fort probable qu'en fait, la différence, elle n'est pas due au hasard et qu'elle existe vraiment. Donc, c'est bien pour ça que quand petit p est inférieur à 0,05, on dit il y a une différence statistique, mon résultat est positif. Ça veut dire qu'on pense qu'il y a vraiment une différence entre les deux groupes qui ont été évalués. Et par contre, si cette probabilité elle est au-delà de 5%, ben, on est bien embêté et on ne peut pas conclure parce qu'au-delà de 5%, ce n'est pas assez faible et en même temps, on ne peut pas dire que les deux interventions ou les deux groupes de traitement sont équivalents. On ne peut pas conclure. Donc, c'est vrai que souvent, on préfère trouver des résultats avec des petits p inférieurs à 0,05. Voilà pour cette première partie qui reprend les éléments purement statistiques. Donc, je ne sais pas si on fait une petite pause à ce stade-là avec des questions. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de questions dans le chat. En tout cas, j'en ai pas vu. Est-ce que quelqu'un a une question qu'il voudrait poser maintenant en levant la main? Donc, a priori, non, je vois personne. Je suis sous surveillance de l'équipe. Eh bien, parfait. De toute façon, on échangera à la fin. Ouais. Si les questions arrivent ensuite, il n'y a pas de souci. Donc, on va continuer. On va enchaîner sur une deuxième partie un petit peu plus pour réfléchir ensemble à l'effet placebo, puisque vous avez vu que c'est une pierre importante dans la méthodologie des essais cliniques randomisés. Et donc, j'avais envie de revenir un petit peu, d'approfondir un petit peu ce que c'est que le placebo, l'effet placebo, qu'est-ce qu'on y met. Et donc, quand on suit un patient et qu'il y a une amélioration clinique, que ce soit dans un essai clinique ou que ce soit dans la pratique courante, il y a différents éléments qui peuvent expliquer l'amélioration clinique d'un patient. Alors, c'est adapté aux médicaments. Pardon. Cette figure est adaptée excusez-moi, je vais boire un peu d'eau.
Pardon. Donc, cette figure est adaptée aux médicaments, hein, puisque voilà, ça fait partie de ce qui est classique dans la réponse aux traitements médicamenteux et dans les essais cliniques médicamenteux. Mais en fait, ça s'applique sans doute pas que aux médicaments. Et d'ailleurs, vous avez réponse au traitement, hein. Donc, la réponse au traitement, ça peut être la réponse à une intervention et pas uniquement un traitement médicamenteux. Donc, cette réponse globale, elle est expliquée par différents éléments. Alors là, c'est le côté pharmacologue avec l'effet pharmacodynamique, hein. Ce serait l'effet propre du médicament sur nos mécanismes physiopathologiques qui font que le médicament a une certaine efficacité. Mais la réponse globale au traitement, elle n'est pas due uniquement à cet effet pharmacodynamique, et le reste, en fait, c'est l'effet placebo au sens large. Et dans l'effet placebo, en fait, il y a des choses qui sont l'effet propre, on va dire, du placebo, avec l'effet non spécifique médicament. Donc ça, c'est quand on teste un traitement médicamenteux, hein. Donner un comprimé de placebo, ça a un effet par le fait de prendre le comprimé, et il y a plein d'éléments qui interviennent, la couleur du comprimé par exemple, sa facilité de prise ou pas. Et puis c'est aussi l'effet spécifique, l'effet non spécifique médical ou soignant de façon plus large, hein, le fait d'accompagner un patient dans une démarche de soins, de l'écouter, etc., de le suivre, de le revoir, peut expliquer une partie de l'amélioration clinique. Et puis, des fois, vous avez aussi, hein, l'évolution naturelle. Il faut aussi y penser. Alors, bien sûr, ça dépend de pourquoi on suit nos patients. Mais des fois, ça suffit à expliquer que les patients vont mieux parce que tout n'est pas chronique et gravé dans le temps, et fort heureusement. Donc, il y a beaucoup de travaux, hein, sur ce qui explique cet effet placebo, ce qui intervient dans cet effet placebo, et c'est des travaux fort intéressants et on pourrait en parler pendant des heures, c'est pas l'objet. Donc, j'ai lu un papier là récemment, vous voyez que c'est un papier récent, qui décrit quels sont les facteurs impliqués dans cet effet placebo, et puis j'ai tenu à mettre le terme nocebo parce qu'en fait, quand on dit placebo, c'est qu'il va dans le sens de l'amélioration clinique. Mais comme je le dis, quand on parle de médicaments avec les effets indésirables, un médicament qui a aucun effet indésirable, c'est pas possible. C'est un médicament qui, dans ce cas-là, n'a aucune efficacité. Et si on est capable d'induire un effet positif placebo, on est aussi capable d'induire un effet nocebo. Et c'est sans doute, hein, les mêmes mécanismes et certains facteurs qui sont communs. Et qui sont impliqués dans cet effet placebo. Donc, vous avez la référence de cet article, hein, qui reprend très bien les facteurs liés au patient en lui-même. Et on sait très bien que selon l'état d'esprit, la personnalité, le niveau socio-économique, etc., on ne va pas percevoir de la même façon les choses. Des facteurs liés à l'équipe soignante et surtout à l'alliance thérapeutique. Il y a des facteurs plus larges qui sont des facteurs contextuels, hein, de comment se passe et dans quelles conditions se passe l'administration du traitement, et puis dans quelles conditions au sens large, hein, au sens sociétal. Et puis des traitements reliés au traitement, des facteurs, pardon, reliés au traitement lui-même. Avec là ce que je vous disais, hein, la couleur, est-ce que c'est des comprimés, des gélules, est-ce que c'est invasif, est-ce que voilà, donc tout ça, tous ces éléments-là et sans doute bien d'autres interviennent, et vous voyez bien encore une fois, hein, que là on va dépasser largement le cadre du médicament. Et que l'effet placebo s'applique sans doute aussi pour des interventions non médicamenteuses. Alors, pour illustrer ça, j'avais envie de vous montrer des résultats d'un collègue qui est pharmacologue à Grenoble, qui s'est intéressé à l'effet placebo, entre autres, et pour vous montrer que dans les facteurs qui interviennent, il a voulu mettre en évidence que
la préférence des patients par rapport à tel ou tel traitement dans une situation clinique donnée influençait aussi la réponse qu'ils avaient à ce qu'on leur administrait. Donc, ça peut paraître totalement basique et évident, c'est bien d'écouter nos patients, mais je trouve que là, voilà, alors, ça a été la façon de l'authentifier, de le démontrer dans des conditions expérimentales. Et donc, j'avais envie pour ça de partager ce projet avec vous. Donc, c'est une étude où chaque patient est son propre témoin, des études de type N of one, on y reviendra. Et puis, en fait, chaque patient, par moment, va recevoir un traitement, par moment du placebo, par moment l'autre traitement, le placebo de l'autre traitement. Et en fait, on les voit de façon répétée avec des critères de jugement qui sont des critères de jugement qu'on obtient rapidement et qui peuvent être répétés dans le temps. Ça ne peut pas être évidemment la mortalité ou la guérison parce que ça n'arrive qu'une fois. Donc, ça s'applique à certaines conditions cliniques. Donc là, cette étude, on sort du domaine de l'oncologie, c'est dans le cas de la maladie de Raynaud. Et donc, vous avez là les critères d'inclusion qui sont assez larges. Et il y avait peu de critères d'inclusion et puis vraiment une personnalisation des différents éléments du protocole. Donc, c'était les patients qui choisissaient leurs critères de jugement. Est-ce qu'on allait évaluer l'efficacité de ce qu'on allait leur proposer, soit par un score de Raynaud qui est un score validé, soit par la fréquence des crises, soit par la durée des crises. Donc, chaque patient choisissait son critère entre les trois. Chaque patient disait, moi, je considère que ce que vous allez me donner, c'est efficace à partir d'une diminution de temps de la fréquence des crises, si c'était la fréquence qu'il avait choisie. Et on demandait à chaque patient s'il préférait le traitement A ou le traitement B, le traitement A étant de la citrulline et le traitement B étant du jus de betterave. Et chacun des traitements avait en plus un placebo. Et donc là, vous voyez, bon, c'est tout petit, vous voyez sans doute pas très bien, mais peu importe, chaque ligne représente un patient. Donc, il y a 23 patients qui ont participé à l'étude. Et vous voyez, par exemple, le premier, il a eu une première séquence où il y avait des fois du jus de betterave, des fois du placebo de jus de betterave. Et puis ensuite, une deuxième séquence temporelle où il y avait de la citrulline ou du placebo de citrulline. D'autres, c'était dans l'autre ordre. D'autres, ils ont eu que la citrulline. D'autres, ils ont eu que du jus de betterave. Voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu du design de cette étude qui, on sort là du design de l'essai contrôlé randomisé. Et donc, je ne vais pas vous montrer tous les résultats, mais je vous ai montré les résultats qui concernent l'impact de la préférence des patients. Donc, vous avez ici les patients qui ont choisi d'être évalués sur le score de Raynaud, les patients qui ont choisi d'être évalués sur la fréquence des crises par jour et sur la durée des crises par jour. Et vous avez, alors en gris, c'est les périodes où il ne se passe rien, ils ne reçoivent rien, c'est les périodes intermédiaires, on va dire. En violet, c'est la betterave, en jaune, c'est la citrulline, c'est facile en termes de code couleur. Et vous avez, alors des fois on leur a donné ce qu'ils préféraient, mais des fois on leur a donné ce qu'ils ne préféraient pas, justement pour pouvoir regarder cette différence. Donc le premier lot de résultats, c'est quand ils ont reçu et pris la substance, le produit qu'ils ne préféraient pas. Et la deuxième série de résultats, c'est quand ils ont pris ce qu'ils préféraient. Alors, sur le score de Raynaud, on ne voit pas vraiment grand-chose. On a l'impression que c'est à peu près les mêmes résultats. Par contre, et d'ailleurs, cette différence, elle est non significative. Par contre, sur la fréquence des crises et la durée des crises, alors il y a une diminution. On voit que il y a moins de crises et elles durent moins longtemps quand ils ont pris la substance qu'ils préféraient prendre que l'autre, et en fait que ce soit la substance ou le placebo de la substance. Donc voilà, je trouve que c'était une jolie façon d'illustrer à la fois le placebo. Le placebo peut avoir un effet et
prendre, écouter le patient et lui donner ce qui lui semble préférable à lui, ça montre bien que c'est plus efficace que lui donner ce qu'il n'a pas envie de prendre. Voilà, donc encore une fois, c'est peut-être très basique, mais ça a le mérite d'avoir été montré. Et puis bon, par ailleurs, il y a d'autres résultats dans cette étude, mais c'était ceux-là que je voulais mettre en avant avec vous aujourd'hui. Donc, toujours pareil, moi je n'ai pas suivi le chat, donc s'il y a des points sur lesquels vous voulez intervenir avant qu'on continue sur la dernière partie. Non, il n'y a pas de question qui est apparue. Et je pense que tu peux enchaîner vu le Et temps. je vais enchaîner. Merci. Tout à fait. Donc, on va enchaîner avec, voilà, essayer de s'ouvrir un petit peu à d'autres méthodologies. Donc, je viens déjà de vous montrer un exemple, alors pas dans le domaine de l'oncologie. Et donc, la question qui peut se poser, hein, c'est pourquoi on part sur des designs et des schémas, des méthodologies un petit peu différents. Et ben, c'est parce que des fois, le RCT, il n'est pas adapté pour tout. Et donc, la première question, c'est est-ce que le RCT, il est adapté aux interventions non médicamenteuses et aux soins de support? Donc, je remercie Virginie qui m'a aidé à préparer et a fait de la bibliographie sur ces aspects-là. Et donc, parfois, oui, parfois le RCT est applicable à des soins de support. Hein, et par exemple, vous avez ici une étude qui a été réalisée de façon randomisée, comparative, qui a évalué la réflexologie plantaire, pardon, je vais y arriver, pour prendre en charge les symptômes chez des femmes qui avaient un traitement pour un cancer du sein. Et donc là, on est dans les classiques du RCT, plusieurs centaines de patients. Sauf qu'en fait, alors c'est pas tout à fait des patients, c'est des patients avec leur aidant, puisque c'était l'aidant qui était formé à la réflexologie pour la réaliser sur le patient. Mais à part ça, on est tout à fait dans les classiques de l'essai randomisé contrôlé. Et je vous ai mis les résultats qui donc montrent hein, qu'il y a globalement une amélioration de la sévérité des différents symptômes qui sont pris en compte dans le MDS-ASI, pardon. Qu'il y a aussi un effet sur l'interférence de ces symptômes dans la vie quotidienne et sur la qualité de vie. Et plus spécifiquement, ils ont montré des résultats sur la fatigue et sur la douleur parmi les symptômes, alors qu'il n'y avait pas forcément des résultats significatifs sur les autres types de symptômes qui sont mesurés dans cette échelle. Donc, on voit que des fois, oui, on peut appliquer la méthodologie de référence, en tout cas de plus haut niveau de preuve, qui est le RCT. Pour autant, pas toujours, c'est pas toujours le cas. Et finalement, quand on regarde un petit peu les différentes études publiées, en tout cas, parce qu'il y en a peut-être qui sont faites mais non publiées sur la réflexologie et les traitements oncologiques. Donc, cette revue de la littérature hein, qui est relativement récente montre que c'est très différent, que c'est très hétérogène, que toutes les études ne sont pas forcément faites en respectant cette méthodologie RCT et que finalement, selon les études, cette grande hétérogénéité fait que, pardon, je suis allée trop vite, fait que on n'arrive pas forcément à avoir un résultat global synthétique qui est convaincant parce que certaines études disent qu'il y a un effet, certaines études disent on n'observe pas d'effet. Est-ce que c'est parce que c'est pas les mêmes méthodologies? Est-ce que c'est parce que c'est pas les mêmes patients? En tout cas, cette hétérogénéité des résultats, hein, on l'a vu au tout début, fait que on a du mal à se dire, à établir des recommandations avec un niveau de preuve suffisant parce que les résultats vont pas toujours tous dans le même sens.
Donc pourquoi, je ne sais pas pourquoi toutes les études n'ont pas été faites dans ce cadre-là selon la méthodologie de l'essai clinique comparatif, mais sans doute qu'en tout cas, l'essai clinique comparatif ne répond pas toujours à tout et qu'il y a quand même il y a plein d'avantages, certes méthodologiques qu'on a déjà discuté, et qui donnent des résultats qui sont considérés comme robustes. Mais cet essai comparatif randomisé, il ne peut pas s'appliquer à tout et il est sous-tendu quand même par des principes, notamment, enfin, par des principes, il sous-entend, pardon, des résultats qui sont que le résultat qu'on obtient dans un gros essai clinique avec plein de patients, il ne faut pas oublier que ça reste un résultat obtenu sur une moyenne. Donc, ça mesure un effet moyen. Et donc, il y a sûrement beaucoup d'interventions qui peut-être peuvent être efficaces chez certains patients, mais pas chez d'autres. Et donc, cet effet, cette efficacité qu'on peut avoir dans des sous-groupes de patients ou selon certaines caractéristiques, elle ne va pas être observée, elle va être noyée dans l'effet moyen. Et donc, les RCT ne sont pas faits pour prendre en compte correctement cette variabilité interindividuelle. Deuxièmement, quand on évalue des soins de support, c'est pour évaluer des choses qui ne sont pas forcément constantes au cours du temps. Et il peut y avoir une forte variabilité intra-individuelle selon le moment. Si c'est la fatigue, si c'est la qualité de vie, ça évolue au cours du temps. Et les RCT gomment aussi cette variabilité intra-individuelle. On veut le moins de variabilité possible justement dans les RCT pour dire la seule chose qui change, c'est le traitement. Mais des fois, il y a tout un tas d'autres éléments qui fluctuent et qui, du coup, gênent l'interprétation et l'application même de la mise en œuvre d'un RCT. Troisième inconvénient, il faut beaucoup de monde pour avoir cette significativité statistique, avoir un niveau de puissance. Et des fois, on est sur des petits groupes, des petits effectifs, parce que c'est une pathologie rare, parce qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui sont amenés à recevoir l'intervention qu'on cherche à tester. Et peut-être que le RCT n'est pas la réponse dans ce cas-là. Et puis, les critères d'éligibilité des essais cliniques sont parfois très, très, très stringents et tellement restrictifs que finalement, on a à la fin un groupe de personnes inclus qui est certes très homogène, mais qui n'est pas forcément très représentatif finalement des patients que vous avez dans votre pratique courante. Donc, certes, on a des beaux résultats, mais qui ne sont pas forcément applicables à la pratique courante. Et dernier point, dans le RCT, l'intervention qu'on teste, le traitement qu'on teste, on aime bien là aussi qu'il y ait peu de variabilité et donc ce soit le même traitement pour tout le monde. Et ça ne permet pas d'individualiser ou de personnaliser les interventions proposées. Donc là aussi, ça peut parfois être gênant. Donc, à cause du fait de ces inconvénients, est-ce qu'il y a d'autres alternatives que l'essai contrôlé randomisé qui peut être proposé? Alors oui, j'ai listé un petit peu différents éléments dans ces alternatives. Premièrement, il y a l'essai qu'on appelle l'essai pragmatique. Alors, l'essai pragmatique, ça va se rapprocher de l'essai comparatif, mais on va sortir du cadre très strict de l'essai clinique comparatif, d'où l'essai pragmatique, et en fait, c'est plutôt la question qu'on se pose qui va différer. Là, c'est pas est-ce que ce médicament-là, il est efficace en ayant la preuve absolue de son efficacité, c'est est-ce que en pratique courante, cette démarche, ce traitement, cette prise en charge, ces soins, ils sont efficaces et on n'est donc pas dans des conditions dites idéales ou dans des conditions contrôlées du RCT. Ça veut dire quoi? Qu'on va avoir une population avec peu de critères d'inclusion et non d'inclusion, et donc il va être assez large et représentatif de la réalité clinique. L'intervention, il faut que ce soit une intervention relativement simple, une stratégie simple, qui soit réalisable dans les soins courants, que ça ne nécessite pas le recours à un centre hyper spécialisé, un CHU, parce qu'il faut administrer quelque chose dans un milieu très surveillé. Les critères de jugement, ça va être des critères souvent qui sont centrés sur le patient, c'est plus ça qui nous intéresse.
Et puis, de ce fait, comme on est dans une évaluation en pratique courante, on va pouvoir généraliser facilement les résultats obtenus, souvent à notre propre pratique. Et donc, vous avez des grilles qui permettent de dire quel est le niveau de pragmatisme d'un essai dit pragmatique, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail. Deuxième type d'études, c'est des études qu'on appelle quasi-expérimentales, contrôlées, parce qu'il y a quand même un comparateur. Et donc, souvent, vous avez plusieurs sous-types d'études. Donc, la première, c'est les études dites avant-après, ou CBA, là aussi pour le terme anglais. Donc, on va faire des mesures avant une intervention qu'on veut évaluer, après une intervention, et on va quand même garder un groupe témoin. Parce que c'est important pour se dire, j'observe quelque chose qui change, mais si j'ai juste mon premier groupe, mon groupe intervention, que j'ai pas de groupe témoin, si j'ai une variation de ce que j'ai mesuré dans la période A2 par rapport à la période A1, ça peut être l'intervention, mais ça peut être parce qu'il se passe d'autres choses entre-temps qui font que l'état de mon patient, il évolue. Donc, le fait de prendre ce groupe témoin, c'est un groupe dans lequel il n'y aura pas d'intervention, mais on va mesurer au même moment les critères d'évaluation pour voir s'il y a une évolution différente ou pas quand il y a l'intervention, et donc ça permet de s'affranchir des tendances temporelles. Deuxième type d'études quasi expérimentales contrôlées, c'est ce qu'on appelle les séries temporelles. Donc là, on a un seul groupe, le groupe intervention. On n'a plus le groupe témoin comme juste avant. Et par contre, on fait plusieurs mesures avant, plusieurs mesures après. On répète vraiment. Et donc, vous avez cette fois un seul groupe de personnes. Et des fois, c'est utilisable et c'est applicable quand justement, il ne peut pas y avoir de groupe témoin pour une raison diverse ou variée. Parce qu'il n'y a pas de stratégie témoin, par exemple. Et puis, ce design-là d'études, il peut être intéressant quand on a des cohortes de patients, parce qu'on peut tout à fait utiliser ce type d'analyse sur des cohortes avec des données qui ont été recueillies au cours du temps à différents moments. Donc, ça ouvre la possibilité d'exploiter autre chose que les essais cliniques. Autre possibilité, les études monogroupe avec comparateur externe. Donc là aussi, c'est dans des situations où on pense que c'est compliqué de proposer l'intervention en face d'un groupe de contrôle, d'un groupe de référence. Mais par contre, on va être dans le cadre d'un essai. Alors, ce n'est pas un essai randomisé, puisque du coup, il n'y a qu'un seul groupe, mais c'est un essai prospectif où on va inclure les gens et on va leur proposer de participer à une étude, mais ils ne sont pas randomisés, ils vont tous avoir le même suivi, la même intervention dans le cadre de l'essai clinique. Et pour pallier à l'absence de groupe contrôle, en fait, on va utiliser des données qui sont des données similaires d'un comparateur externe, par exemple, des données qui ont été recueillies dans une autre étude ou dans une autre cohorte. Et en fait, on constitue un groupe contrôle un petit peu artificiel qui est issu d'une autre source de données. Alors, il faut quand même que la population, elle soit similaire par rapport à celle qui est inclue dans l'essai clinique. Il faut bien sûr qu'on ait des interventions sur le même critère de jugement et il faut que cette source de données historique, elle soit pas non plus trop éloignée dans le temps. Si vous comparez des patients qui ont été pris en charge dans le cadre d'un cancer il y a 25 ans avec des patients que vous allez inclure aujourd'hui dans un essai clinique, sans doute que ce ne sera pas tout à fait comparable parce que entre-temps, il y a eu de l'innovation, il y a eu des modalités de prise en charge, des protocoles qui ont évolué depuis les 25 dernières années. Donc, il faut que ça reste une population, ce comparateur externe, il faut qu'il reste le plus proche possible quand même du comparateur initial. Alors, je vous ai mis un exemple d'étude monogroupe avec comparateur externe, puisqu'on a été en charge de la méthodologie de cette étude, qui est portée par Charlotte Weiss, qui s'intéresse à la mastectomie avec reconstruction mammaire immédiate quand il y a une réponse clinique radiologique. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de n'inclure dans l'étude que des patients qui répondent à ces critères-là et de les comparer à des patients pour lesquels on a déjà les données, qui sont issus d'une autre étude qui s'appelle l'étude Pélican, qui a été menée à Montpellier et qui nous permet donc d'avoir des patients relativement proches
mais qui ne sont pas des patientes incluses au même moment dans la même étude. Et pour des raisons éthiques, où ça lui paraissait compliqué de proposer une autre prise en charge que la reconstruction mammaire immédiate aujourd'hui, en fonction de ce qu'il y a déjà dans la littérature, etc. Autre schéma d'étude, alors on est toujours là dans des essais quand même comparatifs, c'est ce qu'on appelle le stepwise design, ou la randomisation en escalier en français. C'est quelque chose qui est fort utile quand on veut proposer une intervention relativement complexe. Et si vous proposez ça dans une étude multicentrique, en fait, tous les centres vont avoir envie d'accéder à la possibilité de proposer cette intervention aux patients. Donc, au lieu, si on se place là sur la situation où on aurait 3 groupes qui proposent l'intervention, 3 centres qui proposent l'intervention et 3 autres qui la proposent jamais, c'est pas très motivant pour personne, ni pour les patients, ni pour les centres que vous allez faire participer. Ça l'est encore moins si vous dites, pour être sûr que je prends en compte les évolutions temporelles, en fait, pendant 6 mois, aucun des centres n'aura l'intervention. Et puis, pendant les 6 mois suivants, je vais mettre en place l'intervention, mais seulement dans la moitié des centres. Et les autres, non, parce qu'il faut qu'ils restent témoins. Donc, pour pallier à ça, une des possibilités, c'est de faire cette randomisation. Et vous voyez bien, on vient la figure, pourquoi on parle de randomisation en escalier. En fait, tous les centres, vous voyez, vont bénéficier de l'intervention en bleu plus foncé. Et simplement, ce qu'on va randomiser, c'est à quel moment l'intervention va débuter dans chacun des centres. Et à la fin, pour mesurer les choses, on va prendre en compte toutes les mesures qui ont été faites avant l'intervention dans chacun des centres, qu'on va comparer à toutes les mesures qui ont été faites dans tous les centres après la mise en place de l'intervention. Et donc, finalement, ça nous permet d'avoir des données multicentriques avant intervention et après intervention et de pouvoir faire une comparaison et que tout le monde ait bénéficié de l'intervention. Et donc, en fait, ça revient au fait que chaque centre va servir de propre témoin avec des patients qui venaient avant, des patients qui venaient après. Et on peut évaluer les choses et ça nous permet d'avoir donc une évaluation d'intervention avec une randomisation en grappe ou en cluster, comme je vous l'avais montré initialement. Et puis des fois, il y a un délai qui sert un peu de période de transition entre l'absence d'intervention et la mise en place de l'intervention. Ça dépend de quelle intervention on parle. Et ça peut être le temps nécessaire justement pour implémenter l'intervention et être sûr qu'elle soit mise à disposition. Agnès, on ne vous entend plus. Ton micro est coupé, Agnès. Oui. Pardon, ça fait longtemps? Non, juste là? Là. Ok, pardon, j'ai dû appuyer. Hop, pardon. Donc, on va revenir pour dernier type de design un petit peu particulier, les études SCED dont font partie les N-of-1 que je vous ai présenté, par exemple, avec l'exemple de la maladie de Raynaud. Et donc, dans ces études-là, c'est des études dans lesquelles le principe, c'est chaque patient est son propre témoin. Et donc, ça répond à un certain nombre d'inconvénients qu'on a vus en DRCT, parce que ça permet d'avoir une population hétérogène avec des patients qui ont leurs propres caractéristiques, mais ce n'est pas très grave puisque chacun va être son témoin lui-même et on va administrer l'intervention et mesurer les choses avant l'intervention, pendant l'intervention, après l'intervention. C'est une méthodologie qui permet une randomisation. Alors, on ne randomise pas l'intervention reçue, mais ce qu'on va randomiser, c'est le moment de début de l'intervention qui va différer d'un participant à un autre. Et puis, comme je vous l'ai dit, on va mesurer le critère d'évaluation et il y a dans un SCED ou dans une étude N-of-1, vous avez vu, on était sur des faibles effectifs, 23 patients. Dans les SCED, ça peut être même sur 6 patients. Mais ce qui est important, c'est le nombre des répétitions des mesures. On compense ce faible effectif par des mesures répétées, fréquentes et répétées beaucoup.
Donc, ce sketch, c'est une méthodologie qui a été développée initialement beaucoup dans la rééducation, mais qui peut être utile dans d'autres situations, et notamment qui est reconnue par la HAS quand il s'agit d'évaluer des dispositifs médicaux, par exemple dans des populations rares. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'en cours de route, vous pouvez tout à fait individualiser l'intervention proposée dans ce type d'études. Donc, je vous ai mis là un exemple. Là aussi, on sort des données de l'oncologie, mais je vous ai mis un exemple d'études sur lesquelles on a travaillé sur cette méthodologie-là avec des pédiatres qui suivent des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer que chaque petit point noir, c'est des mesures et qu'en fait, l'intervention, elle a lieu une seule semaine, mais qu'on mesure les choses bien avant, on mesure les choses bien après, et on ne mesure pas les choses toujours au même moment pour chacun des enfants pour ensuite analyser les résultats en fonction des évolutions temporelles, justement, des scores qui ici sont administrés chez ces enfants-là. Donc, il y a tout un tas de méthodologies différentes. Il y a aussi ce à quoi il faut penser aussi, à mon avis, c'est les données observationnelles. Surtout que de plus en plus, c'est des données dont on se rend compte qu'elles ont un intérêt. Alors, dans le cadre du cancer, il y a beaucoup de registres. Il y a des cohortes ou des suivis à long terme qui sont mis en place. Et puis, de plus en plus, il y a des entrepôts de données de santé. Il y a les données du système national des données de santé qui correspondent aux données de l'assurance maladie, où tout n'est pas mesuré, enregistré, mais qui peuvent être explorés en tout cas et permettre aussi des fois de répondre à certaines demandes d'évaluation. Privilégier, on en a parlé, mais je le redis, les critères d'évaluation adaptés et les critères centrés sur le patient. Surtout, je pense, pour les soins de support, c'est particulièrement important. Et puis, un autre volet sur lequel je ne suis pas du tout experte, mais qui est primordial pour comprendre qui peut permettre de comprendre pourquoi telle intervention, elle est mieux vécue, elle est mieux perçue, et donc elle est peut-être plus efficace, qui sont des études qualitatives ou des évaluations mixtes avec un aspect quantitatif et un aspect qualitatif, et qui peuvent concerner bien sûr les patients, les aidants, les soignants. Donc, derniers exemples, et ça pourra être le biais de la discussion parce que je me rends compte que c'est passé très vite, des exemples d'études qui ont été relevées dans la littérature sur les interventions socio-esthétiques avec, vous voyez, sur une même thématique, des méthodologies différentes et qui amènent des éléments de réponses différentes aussi et qui ne répondent pas tout à fait aux mêmes questions, même si c'est la même thématique qui est évaluée. Donc, tout ça pour conclure sur le fait que, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'approches méthodo différentes, des approches qui sont diverses mais qui sont complémentaires, et que le choix se fait selon tout un tas de facteurs que je vous ai listés ici. Mais je ne vais pas vous lire la diapo, je vais surtout vous remercier et laisser les minutes qui nous restent pour échanger. Merci beaucoup Agnès pour ta présentation. Il y a peu de questions dans le chat. Il y a Maëva qui avait une question sur les patients en oncologie sont-ils particulièrement sensibles à l'effet placebo en raison du contexte de leur maladie? Est-ce que tu as des informations là-dessus que tu aurais vu ou qui t'évoquerait aussi par rapport à d'autres pathologies, c'est-à-dire que le type de maladie avec des pronostics sévères, est-ce que ça a un effet sur l'effet placebo? En gros, je pense qu'on peut la poser. Oui, parce que ça a souvent un effet sur l'espoir qu'on met dans la prise en charge, dans le médicament ou l'intervention. On a du coup une attente importante, d'autant plus sur l'efficacité. Et ça, on sait que ça joue. Ouais. Ouais, donc, je ne vous l'ai pas montré, mais ne serait-ce que sur la vallée des Dréneaux, je vous ai dit dans l'étude qu'ils ont fait, là, les Grenoblois, ils ont demandé donc à chaque patient de choisir l'amplitude de l'effet qui avait du sens pour eux, et les résultats, ils bougent aussi en fonction de ça. Il y en a un effet modeste, ils disent que pour eux, c'est bon, c'est ça, et pour d'autres, ils attendent un effet plus important, et quand on attend un effet plus important, on a l'impression que l'effet placebo, il est
peut-être un peu moins efficace en tout cas. Donc, je ne vois pas pourquoi dans le cadre effectivement des patients en oncologie, il n'y aurait pas cette influence-là, bien sûr. Je ne sais pas si les personnes qui restent ont des questions à poser. Sinon, moi, j'en ai deux, je pense. Alors, avez-vous des études ou résultats pour la médiation animale par l'art-thérapie? Alors, j'en ai pas dans le domaine de l'oncologie. Je sais qu'on avait un peu travaillé dessus avec une étudiante IPA qui avait fait son mémoire de fin d'études là-dessus. Mais ce n'était pas dans le domaine de l'onco. Et j'avoue que là, j'ai pas fait la biblio, mais je peux pas vous dire s'il y en a en onco. Alors, moi, j'avais regardé sur... Mm. et en fait, rien qui est vraiment probant. Et nous, on est confrontés avec les étudiants en orthophonie très, très régulièrement à des sujets sur l'équithérapie, notamment. Et à chaque fois, on cherche et on n'a vraiment pas de niveau de preuve suffisant. Ouais, là, on vient de finir une étude aussi avec Isabelle Bertozzi. Donc, si, en fait, c'est vrai, je vous dis, c'est pas en onco, mais là, oui. Et sur l'équithérapie, on a été déçus aussi parce qu'on n'a pas réussi à montrer des choses significatives. Alors après, il y a quel exemple de test statistique pour tester la signification d'un essai comparatif? Alors là, je ne sais pas si on va y aller. On va peut-être pas y aller. Je pense que là, c'est très technique et ça dépend pas tant du fait que ce soit un effet comparatif, ça dépend du critère de jugement. Quel type de critère de jugement? Et je vais m'arrêter là. Mais je ne sais pas si le qualité des sens de la question, je vais en profiter quand même dans les 2 minutes qui restent, 1 minute même, pour poser des questions. Est-ce que tu es d'accord que pour les situations comme la socio-esthétique ou des interventions pratiques, comme un peu la rééducation, finalement, on pourrait conseiller aux personnes qui seraient intéressées pour valider des approches d'utiliser plutôt du SCED, Ouais, parce que c'est vraiment la chose qui paraît la plus faisable avec et surtout le type d'intervention. tout à fait. Et quel est le nombre de sujets finalement minimum pour un SCED? En fait, c'est 3 sujets et 3 répétitions. Donc, 9 sujets, enfin 6 à 9 sujets. Après, ce qui fait la force du SCED, et quand je vous ai dit la HAS reconnaît cette méthodologie-là, ce qu'elle reconnaît, c'est plusieurs résultats de plusieurs SCED sur la même question. Ce qui fait la force du SCED, c'est que comme il y a peu de sujets et c'est assez facile c'est facile à mettre en œuvre, ça peut être fait dans d'autres équipes. Et c'est le total, on va dire, c'est le fait d'avoir tous ces résultats dans différentes études, dans différentes équipes, qui donnera du poids pour prendre une décision de recommandation. C'est pas un seul SCED tout seul. Et donc, bon, déjà, un petit message à faire passer, c'est qu'avec peu de sujets, avec une bonne méthodologie, on peut tout à fait valider des approches, et ça, c'est quand même fondamental. Je suis d'accord. Et plus on en fait, plus ça donnera du poids. En plus. Et après, la dernière question, mais tu as aussi répondu, je pense que le fait aussi de faire passer le message que quand on a des études alors je pose la question quand même, quand on a des études de faible niveau, quand je dis faible, ce serait du niveau C ou du niveau, voilà, mais que le design est à peu près pareil et reproduit par différentes équipes avec le même résultat. Est-ce que ça ne vaut pas une méta-analyse en fait? Ça vaut pas. Alors, la méta-analyse, c'est quantifié en plus fait, donc voilà, mais ça vaut pas tout à fait une méta-analyse, mais ça vaut, l'INCa reconnaît qu'avoir des résultats qui vont dans le même sens pour différentes études, même de faible niveau de preuve, c'est mieux qu'une seule étude, ça c'est sûr. Et ça apparaît plus dans les recommandations de gradation de l'INCa que dans celle de la HAS, qui n'aborde pas cet aspect-là. Oh, je crois que là, ils sont en train de clôturer par le chat. Donc, je pense qu'on peut clôturer et on te remercie beaucoup. On a pris une bonne dose de rigueur. Merci beaucoup à vous. Et merci à tous. N'oubliez pas de scanner le QR code qui s'affiche pour répondre à notre questionnaire de satisfaction. Un grand merci et donc à notre intervenante et à notre modératrice pour cette présentation de qualité. Donc vous aurez le replay à disposition dans quelques jours sur le site internet d'Onco-Occitanie.
Et je vous donne rendez-vous à la rentrée cette fois-ci hein, pour le prochain jeudi Onco-Occitanie, donc le 35e, qui portera sur les soins oncologiques de support en structure de ville. Donc, quelle place pour cette coordination? Et cela aura lieu le jeudi 24 septembre de 13h à 14h. Je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit.